Bonjour. Aujourd'hui, on explore des textes passionnants, issus de la neurophilosophie. C'est ce domaine, vous savez, où les découvertes sur le cerveau viennent un peu percuter nos grandes questions sur l'esprit. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on apprend en neurosciences pour éclairer et parfois même bousculer nos vieilles idées philosophiques. Notre mission, si on peut dire, dénicher quelques pépites dans ces recherches pour mieux saisir comment on pense, comment on apprend, comment on se souvient. Et d'ailleurs, dès le début, les sources lancent une idée assez étonnante. Nos mots courants comme mémoire, apprentissage, ce seraient peut-être juste des étiquettes pratiques, quoi. Oui, des raccourcis. C'est ça, des raccourcis, mais qui ne colleraient pas forcément à un mécanisme unique et précis dans le cerveau. Les textes parlent même de gouverneur virtuel, une sorte d'interface simplifiée en quelque sorte. Une métaphore intéressante. Oui, ça nous aide à naviguer, mais ça cache la vraie complexité de la machine derrière. C'est intéressant, non? Alors, voyons un peu comment l'étude du cerveau nous pousse à repenser tout ça. Justement, les textes mentionnent une coévolution. C'est un terme important apparemment, entre psychologie et neurosciences. L'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'elles avancent un peu main dans la main. C'est tout à fait ça. Elles s'influencent mutuellement, en fait. Ce qu'on découvre sur le fonctionnement des neurones, ça peut nous amener à redéfinir ce qu'on entend par penser ou apprendre. D'accord. Prenons l'apprentissage et la mémoire, justement. On imagine souvent ça comme des blocs, des fonctions bien nettes. Oui, un peu comme des logiciels séparés. Voilà. Mais la réalité biologique, elle est beaucoup plus fragmentée, plus diverse. C'est un point essentiel. Ce qu'on appelle apprentissage dans la vie de tous les jours, eh bien, au niveau neuronal, ça recouvre une multitude de processus différents. Les textes citent par exemple l'habituation, C'est quand on s'habitue à quelque chose. exactement, un stimulus répété, ou la sensibilisation, l'inverse, on réagit plus fort, le conditionnement classique type Pavlov. Bref, tout ça, ce sont des mécanismes bien distincts à l'échelle des neurones et des synapses. Et l'exemple de l'aplysie, ce mollusque marin, Ah oui, le lièvre de mer. j'ai lu ça, voilà, c'est très éclairant. Parce que son système nerveux est relativement simple, les chercheurs ont pu montrer très concrètement comment des formes d'apprentissage basiques, par exemple le fait qu'il rétracte moins sa branchie après des stimulations répétées, ça c'est l'habituation, D'accord. eh bien, ça correspond à des changements physiques, mesurables, au niveau des connexions entre ces neurones. On voit littéralement la trace de l'apprentissage. C'est une avancée majeure. Et c'est là qu'on touche aux limites de nos catégories intuitives, tu vois. Si apprendre ou se souvenir, ça désigne en fait plein de mécanismes biologiques distincts, Alors les mots eux-mêmes deviennent un peu flous. voilà, ils sont peut-être trop généraux, trop vagues pour décrire finement ce qui se passe dans le cerveau. Les textes suggèrent même que l'avenir de ces concepts de la psychologie populaire est incertain. Incertain. C'est-à-dire, Mais ils pourraient être profondément remaniés, voire même abandonnés au profit de catégories plus proches du fonctionnement neuronal réel. attendez, si je comprends bien, ça voudrait dire que notre façon intuitive de comprendre notre esprit, ce qu'on appelle la psychologie populaire, hein, quand on dit je crois que, il veut ça, elle se souvient, tout ça pourrait être vu comme une sorte de théorie scientifique. C'est un peu l'idée, oui. Un parallèle audacieux que font les auteurs. Et donc comme une vieille théorie scientifique sur la chaleur ou les planètes. Et elle pourrait être corrigée, améliorée, voire même remplacée par les découvertes scientifiques plus récentes. Waouh, c'est vertigineux comme perspective. Quelles seraient les implications alors? Oui, c'est un parallèle fort. Comme d'autres théories qui ont évolué, notre compréhension naturelle de l'esprit serait peut-être juste une première ébauche. Attention, l'idée n'est pas de dire qu'on perd notre humanité, hein, Non, bien sûr. mais plutôt qu'on pourrait avoir besoin de laisser tomber certains concepts familiers, même s'ils sont confortables. Parce qu'ils pourraient en fait masquer la complexité réelle et freiner une compréhension plus juste de notre fonctionnement mental. Mais, et c'est une nuance importante que soulignent aussi les textes, il faut faire attention à ne pas simplifier à l'extrême la relation esprit-cerveau. Il y a cette idée du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme. Oui, en gros, l'idée c'est qu'un état mental, disons avoir un but ou ressentir de la joie, ne serait pas défini par sa matière physique, que ce soit nos neurones, des puces en silicium dans un robot ou autre chose chez un alien hypothétique. D'accord. Mais par son rôle, sa fonction dans le système global. Comment il interagit avec les entrées sensorielles, les sorties comportementales et les autres états mentaux. Un peu comme un thermostat si tu veux, peu importe s'il est mécanique ou électronique. Ce qui compte, c'est qu'il régule la température. Exactement, sa fonction.
Pour les fonctionnalistes, c'est pareil pour l'esprit, hein. Les relations fonctionnelles comptent autant, voire plus, que le matériel physique spécifique. Donc ça complique l'idée d'une réduction directe et simple de l'esprit au cerveau biologique. La façon dont les éléments interagissent est cruciale. D'accord, je crois que je saisis mieux. Donc si je résume un peu tout ça, l'exploration neuroscientifique, ce n'est pas juste faire une carte de plus en plus détaillée du cerveau, Non, c'est plus que ça. ça nous force à réexaminer les bases même de ce qu'on croyait savoir sur l'esprit, la mémoire, l'apprentissage. Notre intuition, notre fameuse psychologie populaire, ce serait donc une sorte de brouillon. Une première version destinée à évoluer peut-être de façon assez radicale avec les progrès de la science. C'est une bonne façon de le voir. Ça donne un peu le vertige, mais c'est passionnant. Absolument. Et pour terminer sur une note un peu provocatrice peut-être, les textes évoquent des cas cliniques qui sont assez troublants et qui soulèvent des questions fondamentales. Par exemple, l'héminégligence. L'héminégligence, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble neurologique. Souvent, après une lésion cérébrale, typiquement d'un côté du cerveau, la personne ignore complètement, La moitié de tout. oui, ou même la moitié de son propre corps. Et le plus étrange, c'est qu'elle n'en a pas conscience. Elle ne se rend pas compte qu'il lui manque quelque chose. Ces cas, décrits dans les sources, nous confrontent vraiment à une question profonde. Et si notre expérience subjective, là, maintenant, notre ressenti intérieur, ce sentiment d'avoir un accès direct et privilégié à nos pensées, nos sensations, Mhm. et si ce ressenti n'était finalement pas le critère ultime pour comprendre comment notre esprit fonctionne réellement? Si cette impression d'évidence, cette subjectivité, n'était que le point de départ de l'enquête scientifique sur la conscience, la cognition, plutôt que la réponse finale ou la vérité absolue. Ah oui. Voilà, de quoi réfléchir encore un peu après notre discussion.